Le jour où j'ai retrouvé mon alliance de mariage parmi des épluchures de pommes de terre et des restes de nourriture a été le même jour où j'ai décidé que ma belle-fille paierait pour cette humiliation non pas avec des larmes, mais avec la plus douce des vengeances. Je m'appelle Solange Devreau et, à 67 ans, je n'aurais jamais pensé être réduite à fouiller dans les poubelles de la maison qui m'appartenait autrefois. La pluie parisienne battait mon visage tandis que mes mains tremblantes, marquées par le temps et l'arthrite, fouillaient le contenu de la poubelle métallique dans le jardin arrière. Le ciel de plomb de novembre semblait conspirer avec moi alors que je récupérais les lettres jaunies que j'avais échangées avec Lucien pendant nos 42 années de mariage. C'est alors que j'ai entendu sa voix. « Solange ? Que faites-vous sous la pluie ?» Pascal, ma belle-fille, se tenait à la porte de la cuisine, son visage parfaitement maquillé déformé en une expression de fausse inquiétude. « Vous allez attraper une pneumonie. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Vous allez me donner plus de travail si vous tombez malade. » « Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient, ai-je répondu, serrant contre ma poitrine l'enveloppe trempée contenant la dernière lettre que Lucien m'avait écrite avant de partir. Le manoir à Neuilly-sur-Seine, avec ses 3 étages et son jardin donnant sur la Seine, avait été notre foyer pendant plus de 4 décennies. Lucien, un chirurgien cardiaque renommé, avait construit avec nous une vie de confort et de prestige. Après sa mort soudaine, il y a seulement 8 mois, mon fils Étienne avait insisté pour que je déménage chez eux. « Maman, vous ne pouvez pas rester seule dans cette énorme maison. Venez habiter chez nous, au moins temporairement. » Temporairement. Quel mot cruel et trompeur. En seulement 3 mois, Pascal avait commencé sa silencieuse campagne d'effacement. D'abord, ce furent les livres de ma bibliothèque personnelle, nous avons besoin d'espace pour les nouveaux meubles de bureau. Ensuite, les porcelaines de Limoges que j'avais collectionnées pendant des décennies, si démodées et fragiles, Solange, elles ne s'accordent pas avec notre décoration moderne. Enfin, les photographies qui documentaient ma vie avec Lucien, je les ai rangées dans des boîtes au grenier pour les protéger de l'humidité. Des mensonges, tous des mensonges. Quand j'ai trouvé mon alliance de mariage dans la poubelle, avec les lettres de Lucien, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas mon esprit, c'était ma naïveté. À ce moment-là, sous la pluie implacable de Paris, une résolution s'est formée dans mon esprit fatigué mais encore vif. « Vous devriez rentrer, Solange, » insista Pascal, maintenant visiblement irrité. « Étienne arrivera d'un moment à l'autre avec les investisseurs. » « Ah, oui. Les investisseurs. » Mon fils avait mentionné quelque chose à propos de l'expansion de son entreprise immobilière. Une entreprise qui, ironiquement, avait débuté avec l'argent que Lucien lui avait laissé. « J'arrive » ai-je répondu avec une docilité calculée. Ce soir-là, tandis que je séchais soigneusement les lettres de Lucien avec un sèche-cheveux dans la petite chambre qui m'avait été assignée au 3e étage suffisamment éloignée des zones nobles de la maison, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, pendant que Pascal emmenait les jumelles de 10 ans à l'école privée de Saint-Cloud, et qu'Étienne était en réunion dans le centre de Paris, j'ai appelé un vieil ami de Lucien, Maurice Leblanc, l'un des avocats immobiliers les plus respectés de France. « Maurice, j'ai besoin de votre aide » ai-je dit simplement. « Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » 3 semaines plus tard, le nouveau contrat était signé et enregistré. Il ne manquait plus que le moment opportun pour le révéler. Ce moment arriverait plus tôt que je ne l'avais prévu point. Vous vous demandez peut-être comment une femme de 67 ans pourrait renverser la situation face à une belle-fille manipulatrice et un fils ingrat ? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé des décennies de sagesse en une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce n'est pas simplement une histoire de vengeance, c'est un avertissement pour ceux qui confondent gentillesse et faiblesse. Et croyez-moi, la fin vous surprendra d'une façon que vous n'imaginez même pas. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante que votre vie a été réduite à un inconvénient, un fardeau que d'autres portent par obligation, et non par amour ? Dans la semaine qui a suivi cet après-midi pluvieux, j'ai observé attentivement les mouvements de Pascal et d'Étienne. Mon fils était rarement à la maison, toujours occupé par ses entreprises, ses réunions interminables et ses dîners d'affaires. Quand il était présent, il semblait distant, comme si son corps était là mais que son esprit errait vers des endroits lointains,
peut-être calculant des profits ou planifiant sa prochaine acquisition. Le manoir où je vivais maintenant comme une sorte d'invité indésirable était impressionnant, sol en marbre italien dans le hall d'entrée, escalier en spirale avec rampe en acajou poli, œuvre d'art contemporaine sur les murs qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnent en année. Un monument à la richesse et au statut, mais pas un foyer. Il n'y avait pas de chaleur dans les coins, pas d'histoires imprégnées dans les murs. C'était un décor parfaitement monté pour la vie que Pascal désirait en projeter. Les matins étaient les pires. Tandis qu'Étienne partait précipitamment avec son café dans une main et son téléphone portable dans l'autre, Pascal assumait son rôle de maîtresse de maison. Invariablement, je la trouvais dans la cuisine immaculée, donnant des instructions minutieuses à la gouvernante et à la cuisinière. « Ah, Solange, vous êtes réveillée, disait-elle, comme si ma présence était une surprise, bien que je descende tous les jours à la même heure. Madame Dubois a préparé des œufs pour le petit déjeuner. J'espère qu'ils seront à votre goût. » Ce qu'elle voulait vraiment dire était « Rappelez-vous que vous n'avez pas voix au chapitre dans cette maison. Même votre alimentation est sous mon contrôle. » Mais je souriais et la remerciais, gardant mon indignation pour alimenter mon plan. Pascal, contrôlante, méticuleuse et froide, orchestrait la maison avec la précision d'un maestro dirigeant une symphonie sombre. Chaque objet avait sa place exacte, chaque activité son horaire rigoureux. Le dîner était servi précisément à 8 heures, ni une minute avant, ni une après. Les fleurs étaient changées les lundis et jeudis. Les fenêtres étaient nettoyées les mercredis. L'ordre est essentiel pour qu'une maison fonctionne correctement, aimait-elle dire, surtout quand elle me voyait déplacer un objet. J'ai dû rire intérieurement quand, un matin, j'ai trouvé l'un de mes vieux romans de Colette sur la table basse du salon. Je l'avais délibérément laissé dans ma chambre. Clairement, Pascal l'avait placé là pour montrer que mon désordre ne serait pas toléré. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le livre contenait, entre ses pages, de précieuses notes que Lucien m'avait écrites des décennies plus tôt, de petites réflexions, des poèmes improvisés, des déclarations d'amour. C'était exactement ce genre de choses que Pascal considérait sans valeur. Les jumelles, Mathilde et Camille, étaient les seules lumières dans ce manoir d'ombre. Malgré les efforts de leur mère pour les tenir éloignées de moi, les filles s'échappaient souvent dans ma chambre au 3e étage, curieuses des histoires que j'avais à raconter. « Grand-mère, racontez-nous quand vous étiez professeur à la Sorbonne » demandait Mathilde, la plus curieuse des deux, en s'asseyant au bord de mon lit, ses yeux brillants d'admiration. « Non, racontez-nous quand vous et grand-père avez voyagé au Maroc » insistait Camille, toujours fascinée par les aventures, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt comme son grand-père avait l'habitude de faire quand il était concentré. Je racontais les Bédouins qui nous avaient invités à prendre le thé dans leur tente dans le désert, l'arôme des épices dans les marchés de Marrakech, comment Lucien s'était perdu dans le labyrinthe de la Médina et avait été retrouvé des heures plus tard, conversant avec animation avec un vendeur de tapis comme s'ils étaient de vieux amis. Les filles riaient et posaient des questions, absorbant chaque mot comme des éponges assoiffées. Elles voyaient en moi non pas une vieille femme inutile, mais une gardienne d'histoire, un lien avec un passé qui leur semblait exotique et fascinant. Ces visites clandestines étaient mon petit refuge de joie. Mais Pascal les interrompait toujours, invariablement avec une excuse concernant les devoirs ou les leçons de piano. « Les filles doivent se concentrer sur leur avenir, Solange, disait-elle avec ce sourire plastifié. Les vieilles histoires sont charmantes, mais elles ne les aideront pas à entrer à Sciences Po. Sciences Po. Les filles n'avaient que 10 ans et Pascal prévoyait déjà de les transformer en versions plus jeunes et plus réussies d'elles-mêmes. Elles programmaient leur vie comme un algorithme parfait, cours de ballet les lundis et mercredis, piano les mardis et jeudis, renforcement en mathématiques les samedis, natation les dimanches. Une enfance méticuleusement optimisée pour le succès futur. Lors d'une de ces interruptions, après que les filles eurent été emmenées, je suis restée assise seule pendant longtemps, regardant la photographie de Lucien sur ma table de chevet, la seule que j'avais réussi à sauver de la mise au rebut. « Que ferais-tu, mon amour ?» ai-je demandé à son visage souriant figé dans le temps. « Comment gérerais-tu cet effacement ?» C'est à ce moment que j'ai réalisé ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement le mépris de Pascal ou l'indifférence d'Étienne.
C'était le fait qu'ils essayaient, systématiquement, d'effacer toute trace de Lucien, pas seulement mes souvenirs de lui, mais sa philosophie de vie, ses valeurs, son essence. Lucien, qui donnait la moitié de son salaire de chirurgien à une clinique gratuite dans la banlieue de Paris. Lucien, qui passait ses vacances à opérer des enfants dans des pays dévastés par la guerre. Lucien, qui enseignait aux étudiants en médecine que l'empathie était aussi importante que la technique chirurgicale. Cet héritage était remplacé par la quête incessante d'Étienne pour plus de richesse, plus de statut, plus de possession, une ambition que Pascal nourrissait quotidiennement. Par un après-midi particulièrement froid de décembre, alors que tout le monde était absent, Étienne à une réunion avec des investisseurs étrangers, Pascal à son déjeuner mensuel avec ses amis du club de campagne, les jumelles à l'école, j'ai reçu la visite de Maurice. Il a apporté avec lui les documents finaux et une enveloppe scellée. Je l'ai reçu dans ma chambre, lui offrant le seul confort que je pouvais, une tasse de thé au jasmin que je passais en contrebande depuis la cuisine et gardais dans une vieille boîte à biscuits. Tout est prêt, Solange, dit-il, s'asseyant dans le petit fauteuil de ma chambre, le seul meuble que j'avais réussi à sauver de notre ancienne maison. Le contrat est enregistré et les transferts sont terminés. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cela? Maurice semblait inquiet. À 75 ans, avec des décennies d'expérience juridique, il avait vu de nombreuses familles se désintégrer à cause de l'argent et des propriétés. Ses yeux bleus, encore brillants malgré l'âge, m'examinaient avec une inquiétude sincère. J'ai regardé par la fenêtre, observant les jardins maintenant recouverts d'une fine couche de neige. Je me suis souvenu de la façon dont Lucien et moi avions l'habitude de marcher dans des jardins similaires au jardin du Luxembourg, faisant des plans pour notre avenir, pour l'avenir d'Étienne. Comme nous rêvions que notre fils suivrait les traces de son père, pas nécessairement comme médecin, mais comme un homme de principe, un homme qui comprendrait que la vraie valeur ne pouvait pas être mesurée en euros. Plus que jamais, Maurice, ai-je répondu fermement. Il est temps que certaines leçons soient apprises. Et qu'en est-il d'Étienne? C'est votre fils, après tout. J'ai ressenti une pointe de douleur, comme une aiguille dans le cœur. Pendant un moment, j'ai vu Étienne tel qu'il était, enfant curieux, passionné, plein de potentiel. Le garçon qui courait pour me montrer un nouveau livre qu'il avait découvert, qui pleurait en voyant des animaux blessés, qui faisait des dessins pour égayer les patients de Lucien. Quand et comment ce garçon s'était-il transformé en cet homme froid et calculateur? J'ai rapidement écarté cette pointe de douleur. Ce garçon n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé, peut-être n'avait-il été que la projection de nos espoirs et de nos rêves en tant que parents. Étienne a besoin de cette leçon autant que Pascal. Peut-être plus. Maurice a hoché la tête, comprenant. Lucien disait toujours que notre fils avait hérité de mon intelligence, mais pas de mon cœur. Étienne avait toujours été ambitieux, déterminé, brillant même, mais il lui manquait quelque chose de fondamental. De l'empathie, peut-être. Ou simplement la capacité de voir au-delà de ses propres désirs. Le document inclut toutes les clauses dont nous avons discuté, expliqua Maurice, ouvrant le porte-document en cuir usé qu'il portait toujours. Le codicile est ici, prêt pour votre signature. Pendant que je lisais les pages, je me suis souvenu d'une autre conversation avec Lucien, quelques mois avant sa mort soudaine. Nous étions sur la terrasse de notre maison à Neuilly-sur-Seine, observant le coucher de soleil sur la Seine. Tu sais, Solange, dit-il, son accent normand s'intensifiant comme toujours quand il était fatigué ou ému, j'ai passé toute ma vie à sauver des vies, mais je n'ai pas réussi à sauver ce qui importait le plus. Que veux-tu dire, mon cœur, ai-je demandé, tenant sa main. Notre famille. Les valeurs que nous avons essayé de transmettre à Étienne. Je pense que nous avons échoué en cela. Ne dis pas ça, ai-je protesté, mais sans grande conviction. C'est la vérité, a-t-il répondu, avec ce demi-sourire triste qu'il avait développé ces dernières années. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être y a-t-il encore une chance de corriger cela. C'est cette nuit-là qu'il a mentionné pour la première fois l'idée du trust, du codicile, du plan que j'étais maintenant sur le point d'exécuter. Après le départ de Maurice,
j'ai gardé les documents dans le double fond de mon vieux coffret à bijoux, le seul endroit que Pascal n'avait pas encore fouillé, probablement parce qu'elle en avait déjà retiré tout ce qui avait de la valeur il y a des mois, prétendant les mettre en lieu sûr. Dans le double fond, avec les nouveaux documents, se trouvait la dernière photographie que Lucien et moi avions prise ensemble devant Notre-Dame, 2 semaines avant la crise cardiaque qui l'a emporté. Nos visages souriants, rides et tout, pleins d'un amour qui avait survécu à 4 décennies de haut et de bas. Un amour qu'Étienne et Pascal, avec leur mariage de convenance et d'ambition mutuelle, ne comprendraient jamais. Ce soir-là, pendant le dîner, l'une des rares occasions où toute la famille se réunissait, Étienne fit une annonce. « Nous avons obtenu le financement pour le projet de Marseille, dit-il, levant son verre de Bordeaux hors de prix, un château Lafite Rothschild de 2010 qui coûtait plus de 1 000 € la bouteille. D'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons un complexe résidentiel de luxe avec vue sur la Méditerranée. » « C'est merveilleux, chérie !» s'exclama Pascal, ses yeux brillants avec la promesse de plus de richesse, plus de statut. Elle portait un collier de diamants qui, je le soupçonnais, avait été acheté avec l'argent de la vente de quelque objet ayant appartenu à Lucien et à moi. « Et ce n'est pas tout, » continua Étienne, me regardant maintenant directement, comme s'il venait seulement de se souvenir de ma présence à table. Les investisseurs ont suggéré que nous élargissions notre portefeuille à Paris également. Je pense à vendre l'ancienne maison. Ma maison. Notre maison. Le foyer que Lucien et moi avions construit avec tant d'amour et de dévouement. L'endroit où chaque coin, chaque objet, chaque arôme racontait une histoire, notre histoire. Le jardin où nous avions planté des roses ensemble, la bibliothèque où nous lisions dans un silence confortable les soirs d'hiver, la terrasse où nous prenions notre petit déjeuner le dimanche, quel que soit le temps. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Même en sachant que ce moment arriverait, la désinvolture avec laquelle Étienne annonçait la vente de nos souvenirs m'a momentanément coupé le souffle. Mais, ai-je dit, gardant ma voix calme malgré la tempête intérieure, je pensais que nous avions convenu d'attendre. Le testament de Lucien. Maman, interrompit Étienne avec cette condescendance qui me blessait tant, me parlant comme si j'étais une enfant confuse ou un animal de compagnie désobéissant, le testament a laissé la maison à moi. Ce n'était qu'un accord verbal que j'attendrais avant de la vendre. Et 8 mois se sont écoulés, compléta Pascal, vérifiant discrètement sa montre Cartier, comme si ma douleur avait un temps limité pour s'exprimer. Le marché immobilier est en plein essor maintenant. Il serait imprudent d'attendre davantage. J'ai respiré profondément, sentant le poids de l'enveloppe scellée que Maurice m'avait remise plus tôt. À l'intérieur se trouvait la clé de mon plan et de la leçon que j'étais sur le point d'enseigner. J'ai regardé les jumelles, qui observaient la conversation avec des expressions de malaise. Même jeune, elles semblaient sentir que quelque chose d'important était en train d'être écarté. Peut-être avait-elle hérité plus de Lucien que leur propre père. Je comprends, ai-je finalement dit, au soulagement visible des deux. Vous devez faire ce que vous jugez le mieux. Le reste du dîner s'est déroulé dans une discussion animée sur le projet de Marseille, sur les acheteurs potentiels pour la maison de Neuilly-sur-Seine, sur combien d'argent pourrait être obtenu de la vente. À aucun moment il n'a été fait mention des souvenirs que la maison contenait, des histoires imprégnées dans ses murs, de l'héritage qu'elle représentait. Ce n'était qu'un actif de plus à liquider, un chiffre de plus dans un tableur. Après le dîner, quand tout le monde s'est retiré, Étienne dans son bureau, Pascal pour son bain relaxant, les jumelles dans la salle de jeu, je suis descendu silencieusement jusqu'au bureau d'Étienne au 1er étage. Avec précaution, j'ai placé l'enveloppe scellée sur son bureau, juste à côté de l'ordinateur portable qu'il laissait toujours ouvert. Sur l'enveloppe, écrit de ma calligraphie élégante qui avait autrefois charmé des étudiants à la Sorbonne, il y avait simplement, à propos de la maison. Je suis retourné dans ma chambre, sachant que la tempête approchait. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans cauchemar. La tempête est arrivée le lendemain matin. Le ciel parisien s'est levé clair, avec cette lumière dorée d'hiver qui fait ressembler la ville à un tableau impressionniste. La neige du jardin scintillait comme des cristaux sous le timide soleil.
Une beauté trompeuse, ai-je pensé, en préparant mon thé aux herbes dans la cuisine silencieusement avec une touche de lavande, le mélange que Lucien qualifiait toujours de « remède pour l'âme inquiète ». La maison dormait encore. Pascal ne descendait jamais avant 8 heures, respectant religieusement sa routine beauté. Les jumelles auraient leur leçon de piano avant l'école. Étienne, toujours le premier levé, devait déjà être dans son bureau, révisant ses emails avant le petit déjeuner. C'est alors que j'ai entendu. D'abord, le bruit de l'enveloppe qu'on déchire, ce déchirement caractéristique du papier de qualité, un son qui me rappelait toujours l'époque où j'ouvrais des lettres d'acceptation d'articles académiques. Puis, un long silence, le genre de silence qui pèse, qui a une présence, qui annonce une tempête imminente. Et finalement, le cri. « Maman !» La voix d'Étienne a résonné dans la maison comme un tonnerre, se répercutant sur les murs de marbre, dans les escaliers en bois poli, dans les couloirs décorés d'art contemporain impersonnel. J'ai souri à ma tasse de thé, observant les feuilles de menthe danser dans le liquide ambré. J'ai pris une gorgée délibérément lente, savourant non seulement le thé, mais aussi le moment, cet instant précis où le pouvoir change de main, où les cartes sont révélées, où la vérité émerge des ombres. J'ai posé la tasse dans l'évier. Je ne laisserai pas de vaisselle pour la gouvernante, une habitude que Pascal jugeait particulière, et je me suis dirigé vers le bureau d'Étienne d'un pas calme, mesuré. Le couloir semblait plus long ce matin-là, comme si la maison s'étendait pour accommoder la tension qui grandissait en son sein. Quand je suis entré dans le bureau, la scène que j'ai découverte aurait pu être tirée d'une pièce de théâtre, un drame familial en 3 actes. Étienne était debout, pâle comme les murs blancs, tenant les documents de ses mains tremblantes. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient décoiffés, comme s'il avait passé ses doigts dedans à plusieurs reprises en signe de stress. La cravate Hermès qu'il portait déjà, même à cette heure matinale, était légèrement de travers, un petit détail qui révélait l'ébranlement de son contrôle habituel. Pascal était à ses côtés, ayant visiblement descendu en hâte, portant encore son peignoir de soie rose, les cheveux attachés en un chignon improvisé, sans maquillage, une vision rare et révélatrice. Son visage, habituellement composé en un masque de perfection et de contrôle, était maintenant déformé par le choc et l'indignation. Les rides qu'elle travaillait si durement à cacher avec des crèmes coûteuses et des injections mensuelles étaient totalement visibles sous la lumière impitoyable du matin. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Étienne, agitant les papiers dans ma direction comme s'ils étaient une arme que j'avais pointée sur lui. Sa voix oscillait entre colère et incrédulité. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai traversé la pièce avec un calme délibéré et me suis assise tranquillement dans le fauteuil face au bureau, ajustant mon cachemire gris, l'une des rares pièces élégantes que Pascal n'avait pas réussi à réorganiser, loin de moi. C'était un cadeau de Lucien pour notre 40e anniversaire de mariage, acheté dans une petite boutique à Montmartre. Ceci, mon fils, ai-je répondu calmement, croisant les mains sur mes genoux, est la vérité que ton père et moi avions décidé de ne pas partager avec toi jusqu'à ce que ce soit nécessaire. J'ai observé son visage passer par une succession d'émotions: confusion, incrédulité, compréhension, finalement, colère. C'était comme regarder un film au ralenti. Impossible, murmura Pascal, arrachant les documents des mains d'Étienne pour les relire, comme si elle espérait que les mots changeraient magiquement si quelqu'un d'autre les lisait. Ses yeux parcouraient les pages frénétiquement, s'attardant sur certains passages, s'écarquillant sur d'autres. « Cela ne peut pas être légal, dit-elle finalement, sa voix aiguë de panique. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, ai-je répondu, gardant ma voix douce mais ferme. Maurice est, comme vous le savez, l'un des avocats les plus respectés de Paris. Il ne commettrait pas une erreur aussi élémentaire. Ce que les documents révélaient était simple, mais dévastateur pour leur plan. Le manoir à Neuilly-sur-Seine, notre ancienne maison, le foyer qu'Étienne prévoyait de vendre, n'avait jamais été légalement transféré à son nom. Le testament de Lucien avait créé une illusion soigneusement élaborée, une façade qui s'écroulait maintenant devant les yeux ébahis de mon fils et de ma belle-fille. Comme vous pouvez le voir, ai-je expliqué, en pointant la clause principale du document que Pascal tenait de ses doigts tremblants, la propriété a été placée dans un trust irrévocable il y a 15 ans. Lucien et moi étions les bénéficiaires durant notre vie.
Après notre mort, le Trust se transforme en une fondation éducative pour des étudiants en médecine d'origine défavorisée. Étienne semblait avoir été frappé physiquement. Il s'est effondré dans le fauteuil derrière son bureau, la bouche légèrement ouverte, les yeux fixés sur un point invisible. C'était comme si son cerveau ne parvenait pas à traiter complètement l'information, comme s'il cherchait désespérément une faille, une issue, une échappatoire. Mais le testament... Commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le testament ne mentionnait que ton droit de résidence, pas de propriété, ai-je complété, me rappelant les longues discussions que Lucien et moi avions eues avec Maurice sur la formulation exacte. Tu pourrais y vivre le reste de ta vie, si tu le souhaitais. Mais tu n'as jamais eu le droit de la vendre. Le silence qui a suivi était dense, presque palpable. Par la fenêtre, je pouvais voir les jumelles sortir dans le jardin, leur rire distant comme une musique d'un autre monde, un monde d'innocence et de joie qui semblait infiniment éloigné du drame qui se déroulait dans ce bureau. Étienne commençait à retrouver sa contenance, la couleur revenant lentement à son visage maintenant teinté de colère. Ses yeux, si semblables à ceux de Lucien en forme, mais dépourvus de la bonté qui illuminait toujours ceux de son père, se sont fixés sur les miens avec une intensité qui m'aurait intimidé des années auparavant. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus ferme, contrôlée, mais avec une note tranchante qui révélait l'étendue de sa fureur. « Pourquoi me cacher cela ?» C'était la question que j'attendais, la question pour laquelle j'avais répété la réponse pendant des semaines. Cependant, à ce moment-là, regardant mon fils unique, le bébé que j'avais bercé durant des nuits sans fin, le garçon dont j'avais embrassé les genoux écorchés pour les guérir, l'adolescent dont j'avais navigué les crises d'identité avec patience, j'ai senti un nœud dans ma gorge. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour me recomposer. J'ai observé les jardins couverts de neige, le petit lac maintenant gelé où des canards nageaient habituellement en été. Pendant un moment, j'ai vu Mathilde et Camille construire un bonhomme de neige, riant comme des enfants devraient rire, insouciantes, libres, pleines de possibilités. Ton père et moi avons observé, pendant des années, comment tu gérais l'argent, Étienne, ai-je commencé, ma voix maintenant plus douce, presque nostalgique. Comment tu voyais les propriétés non pas comme des foyers, mais comme des actifs. Non pas comme des espaces où des souvenirs sont créés, mais comme des chiffres sur une feuille de calcul. Je me suis retourné pour lui faire face, sentant une force renouvelée couler à travers moi, non pas la force de la colère, mais celle de la vérité longtemps contenue. Te souviens-tu de ce petit appartement que nous avions acheté pour toi quand tu es entré à l'université? Tu l'as vendu avant même d'être diplômé, l'échangeant contre un autre, stratégiquement mieux situé. Et cette maison de campagne en Normandie, héritage de la famille de ton père depuis des générations? Vendu pour financer ta première entreprise immobilière. J'ai vu un éclair de culpabilité dans ses yeux, rapidement remplacé par de la défensivité. C'étaient des décisions d'affaires intelligentes. L'appartement s'est apprécié de 30% en 3 ans. La maison en Normandie tombait en ruine, elle aurait coûté une fortune à restaurer. Exactement, ai-je acquiescé, sans rancune dans la voix. Pour toi, ce n'était que des chiffres, des transactions. Pour Lucien, c'était des parties de notre histoire. Cet appartement était l'endroit où ton père a passé ses années d'étudiant en médecine, où il m'a demandé en mariage. La maison en Normandie était l'endroit où il est né, où tes grands-parents se sont cachés pendant l'occupation nazie, risquant leur vie pour abriter des familles juives dans la cave. Pour la première fois, j'ai vu une trace de honte authentique sur le visage d'Étienne. Mais c'est Pascal qui est intervenu, incapable de permettre à un sentiment réel de pénétrer l'armure d'ambition qu'ils avaient tous deux construite. C'est ridicule, dit-elle, sa voix aiguë d'indignation. Étienne est un homme d'affaires. Il prend des décisions rationnelles, pas sentimentales. Si nous avions gardé chaque propriété pour sa valeur sentimentale, nous n'aurions pas construit un empire. Exactement, ai-je acquiescé, la surprenant. Et c'est pourquoi Lucien, qui connaissait notre fils mieux que quiconque, a pris ses propres décisions rationnelles. J'ai vu les yeux de Pascal se plisser, essayant de comprendre si elle avait été insultée ou non. Ton père savait que tu vendrais notre maison à la première occasion.
Il l'avait prévu il y a 15 ans, Étienne. Il semble qu'il avait raison. Étienne a finalement trouvé les mots pour exprimer sa colère. Alors que se passe-t-il maintenant? Vous attendez que je vous félicite pour cette trahison? Sa voix tremblait d'un mélange de fureur et de ce que je soupçonnais être de la peur que ses plans ne s'effondrent, peur d'avoir à expliquer aux investisseurs que la propriété qu'il avait promise n'était, après tout, pas disponible. Je me suis assise de nouveau, gardant ma contenance face à son explosion. Durant ces mois vivant sous le même toit, j'avais appris que mon calme était ce qui irritait le plus Pascal et déconcertait Étienne. Il s'attendait à des larmes, des supplications, des récriminations d'une vieille sénile. Ma lucidité et ma détermination les déstabilisaient. Ce n'est pas une trahison, Étienne. C'est une leçon. La même leçon que ton père et moi avons essayé de t'enseigner toute ta vie, de diverses façons qu'il existe des choses plus précieuses que l'argent, que les héritages ne se mesurent pas en euros, que la vraie richesse réside dans les vies que nous touchons, pas dans les propriétés que nous possédons. J'ai fait une pause, laissant mes paroles être absorbées. Et quant à ce qui se passe maintenant, eh bien, cela dépend entièrement de toi et de Pascal. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Pascal, ses yeux plissés de suspicion, comme un animal acculé sentant un piège. J'ai sorti de mon sac une autre enveloppe, celle-ci encore scellée, et l'ai posée sur le bureau. C'était une enveloppe ordinaire, blanche, sans rien d'écrit à l'extérieur. Mais son impact a été immédiat. Étienne et Pascal l'ont regardé comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Comme je l'ai mentionné, le trust se transforme en une fondation après ma mort. Mais il existe encore un codicile qui me permet de faire des modifications tant que je suis en vie. Cette enveloppe contient l'une de ces modifications potentielles. J'ai laissé l'information flotter dans l'air un moment. La stratégie avait été soigneusement planifiée avec Maurice, leur donner suffisamment d'informations pour éveiller leur cupidité, mais pas assez pour révéler complètement mes intentions. Quel genre de modifications? Demanda Étienne. Sont-on maintenant plus prudent? La colère initiale cédant la place à un calcul froid que je connaissais bien, il évaluait la situation, cherchant des avantages, analysant des angles. Je peux ajouter un bénéficiaire au trust, quelqu'un qui pourrait vivre dans la maison et la gérer comme une résidence pour les étudiants en médecine. Ce bénéficiaire recevrait également un revenu annuel substantiel pour l'entretien et les dépenses personnelles. J'ai vu l'ambition s'allumer à nouveau dans les yeux de mon fils, cette lueur calculatrice qui m'attristait toujours, si différente de l'éclat de compassion qui illuminait les yeux de son père quand il parlait de ses patients. Et ce bénéficiaire serait, laissa-t-il la question en suspens, essayant de paraître désinvolte, mais la tension dans sa voix était évidente. Cela dépend, ai-je répondu, me levant pour partir. J'ai ramassé mon sac et ajusté mon cachemire à nouveau. J'ai jusqu'à la fin du mois pour décider. Déjà à la porte, je me suis retourné une dernière fois, sachant que le coup final était nécessaire non pas par vengeance, mais pour s'assurer que la leçon soit vraiment apprise. Oh, et Étienne? Les livres que Pascal a jetés la semaine dernière, ma première édition de Camus? Elle était évaluée à 75 000 €. Et ce bibelot en porcelaine qui a disparu le mois dernier était une pièce rare de la dynastie Ming, un cadeau de l'ambassadeur chinois à ton père. Elle valait plus de 100 000 €. Le visage de Pascal a visiblement pâli, sa main volant instinctivement à sa bouche dans un geste de choc qui, dans d'autres circonstances, aurait été presque comique. Comment? Commença-t-elle, mais sa voix a failli. Comment je le sais? J'ai 67 ans, Pascal, je ne suis pas sénile. Ou pensez-vous que je ne remarquerai pas des objets disparaissant de ma vie un par un? Quant aux valeurs, Lucien et moi tenions un registre détaillé de nos possessions à des fins d'assurance. Maurice en a des copies. J'ai fait un petit sourire, non pas de triomphe, mais de reconnaissance que la leçon ne faisait que commencer. Vous devriez considérer que la valeur ne réside pas seulement dans ce que l'on peut vendre, mais aussi dans ce que l'on choisit de préserver et d'honorer. Je suis sorti, fermant doucement la porte derrière moi, les laissant avec leurs pensées et leurs remords. Je n'avais pas besoin de voir leurs expressions pour connaître l'impact de mes paroles, je pouvais sentir le poids du silence que j'avais laissé derrière moi, dense et significatif.
Dans le couloir, j'ai trouvé Mathilde et Camille, encore avec de la neige sur leurs bonnets colorés, m'observant avec des yeux curieux. Leurs visages étaient rouges du froid, leurs yeux brillants d'excitation juvénile. « Grand-mère, tout va bien ?» demanda Camille, sa petite voix pleine d'une inquiétude sincère. Nous avons entendu papa crier. J'ai souri et me suis agenouillée devant elle, ignorant la douleur dans mes genoux, un rappel constant que le temps passe inexorablement, que les choix que nous faisons importent, que les héritages se construisent jour après jour, moment après moment. Parfois, mes petites, les adultes ont besoin de quelques leçons difficiles. Exactement comme vous quand vous ne voulez pas étudier les mathématiques. Mathilde a incliné la tête, ses yeux intelligents examinant mon visage avec une perspicacité au-delà de ses années. Mais vous semblez heureuse, observa-t-elle, toujours la plus perspicace des deux, si semblable à Lucien dans sa capacité à voir au-delà des apparences. Je le suis, ma chérie. Parce que parfois, enseigner est aussi satisfaisant qu'apprendre. C'est comme quand vous nous racontez des histoires sur grand-père, demanda Camille, tenant ma main avec ses petits doigts encore froids de la neige. Vous semblez toujours heureuse quand vous faites cela. Exactement comme ça, ai-je acquiescé, sentant une vague d'amour pour ces enfants qui, malgré tous les efforts de Pascal pour les façonner à son image, possédaient encore une sensibilité naturelle, une empathie innée qui me donnait espoir. Quand je me suis relevée, aidée par Mathilde qui a tenu mon bras avec une fermeté surprenante pour une enfant de 10 ans, j'ai senti un poids être retiré de mes épaules, pas seulement le poids de la vérité finalement révélée, mais le poids de décennies d'attentes non comblées, de déceptions tues, de compromis faits au nom de l'amour familial. Et tandis que je marchais vers ma chambre au 3e étage, chaque marche un petit triomphe sur l'arthrite qui rendait la montée quotidienne un défi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une histoire de vengeance. C'était une histoire de justice longtemps différée. Une histoire de valeurs préservées, de principes défendus. Une histoire dont Lucien, où qu'il soit, serait fier de voir se dérouler. Et peut-être, juste peut-être, une histoire de rédemption pas seulement pour moi, mais pour Étienne. Car parfois, les leçons les plus précieuses sont celles qui font le plus mal à apprendre. Tandis que j'ouvrais la porte de ma chambre, j'ai regardé la photographie de Lucien sur ma table de chevet. C'est fait, mon amour, ai-je chuchoté. Maintenant, nous verrons. Les jours suivants furent une révélation fascinante sur la nature humaine. J'ai observé, avec un intérêt presque scientifique, comment Étienne et Pascal ont changé leur comportement envers moi. Soudain, ma petite chambre au 3e étage n'était plus adéquate. Maman, vous devriez avoir la chambre d'amis au 2e étage. C'est beaucoup plus confortable et vous n'aurez pas à monter autant d'escaliers, insista Étienne, avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. Soudain, mes histoires n'étaient plus démodées et inintéressantes. Solange, vous devez absolument raconter aux filles vos voyages en Asie. Elles adoreraient en savoir plus sur leur héritage culturel, dit Pascal, faisant référence à ma brève mention de la disparition de la porcelaine Ming. Soudain, mes biens ont commencé à réapparaître mystérieusement. Regardez ce que j'ai trouvé au grenier, maman annonça Étienne un soir, apportant une boîte contenant certains des livres que j'avais vus être jetés des mois auparavant. Ils étaient mal rangés. Je vais m'assurer que tous vos livres soient correctement préservés. Ce fut Camille, cependant, qui révéla la vérité avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Grand-mère, chuchota-t-elle en m'aidant à organiser les livres récupérés, maman et papa sont allés à l'entrepôt la semaine dernière et ont rapporté beaucoup de boîtes. Ils se disputaient à propos de quelque chose de précieux qu'ils devaient retrouver. J'ai caressé ses cheveux noirs, si semblables à ceux de Lucien quand il était jeune. Et cela t'a troublée, ma petite ? Elle a acquiescé, ses grands yeux fixés sur les miens. Ils ne se sont jamais souciés de vos affaires avant. J'ai entendu maman dire à papa que c'était juste des vieilleries. Pourquoi est-ce différent maintenant ? J'ai respiré profondément, réfléchissant à comment expliquer l'hypocrisie et l'intérêt personnel à une enfant de 10 ans. J'ai opté pour la vérité, simplifiée. Parfois, chérie, les gens ne valorisent quelque chose que lorsqu'ils réalisent qu'ils peuvent le perdre, ou quand ils découvrent que cela vaut plus qu'ils ne le pensaient. Mathilde,
qui écoutait silencieusement de l'autre côté de la chambre, s'est approché. Comme l'histoire du roi Midas que vous nous avez racontée ? Il n'a réalisé la valeur de ce qu'il avait que lorsqu'il a tout transformé en or et ne pouvait plus embrasser sa fille ? J'ai souri, fier de sa perspicacité. Exactement ainsi, ma intelligente. Dans les semaines qui ont suivi, une étrange paix s'est installée dans la maison. Étienne a commencé à passer plus de temps à la maison, venant souvent dans ma nouvelle chambre pour simplement discuter, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Pascal est devenue l'hôtesse parfaite, demandant toujours si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais confortable, si je voulais les accompagner dans leur sortie. Les jumelles observaient cette transformation avec des yeux à la fois confus et amusés, échangeant souvent des regards significatifs lorsque l'un de leurs parents faisait quelque chose de particulièrement hors caractère. Et moi ? J'observais. Et j'attendais. La date limite que j'avais fixée, la fin du mois, approchait rapidement. Étienne et Pascal devenaient visiblement plus anxieux chaque jour. Finalement, la veille du dernier jour, ils m'ont invité à un dîner spécial. La table était magnifiquement dressée avec la porcelaine française que j'avais apportée de notre ancienne maison, des pièces que, jusqu'à récemment, Pascal considérait comme trop démodées pour être utilisées. Le vin était un Château Margaux 1982, le préféré de Lucien, qu'il gardait pour les occasions spéciales. Maman, commença Étienne après le dessert, sa voix étudiée et désinvolte, nous avons réfléchi à notre conversation du mois dernier. Oui, ai-je répondu, savourant la dernière cuillerée de crème brûlée. Nous avons réalisé que nous avons été négligents envers vous. Et envers la mémoire de papa. Pascal acquiesça, son visage un masque parfait de remords. Vous aviez absolument raison, Solange. Nous avons été avides et insensibles. Votre sagesse nous a aidés à voir cela. J'ai failli m'étouffer avec le vin en entendant de tels mots venant d'elle. Si Lucien avait pu entendre cela, il aurait ri aux larmes. Et, continua Étienne, arrivant finalement au point, nous voulions dire que, si vous envisagez de nommer un bénéficiaire pour le trust, eh bien, nous aimerions nous proposer. Je promets que nous préserverons chaque souvenir, chaque objet que vous et papa valorisiez. J'ai posé mon verre sur la table et les ai observés pendant un long moment. J'ai vu l'attente dans leurs yeux, la certitude que leur petit théâtre m'avait convaincu. C'est une proposition intéressante, ai-je finalement dit. En fait, j'ai déjà pris ma décision. Étienne n'a pas pu cacher l'éclat de triomphe dans ses yeux. J'ai pris des dispositions pour que Maurice vienne demain avec les documents finaux. Nous signerons tout à ce moment-là, en présence d'un notaire. Excellent, dit Pascal, incapable de contenir un petit sourire victorieux. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai passé un dernier appel à Maurice, confirmant les arrangements finaux. Le lendemain matin, la maison était en effervescence. Pascal avait préparé un petit déjeuner élaboré. Étienne avait annulé toutes ses réunions. Même les jumelles avaient reçu l'instruction de se comporter de façon impeccable. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Maurice arriva, accompagné d'un notaire et à la surprise de tout de la directrice de la faculté de médecine de la Sorbonne, Dr. Sophie Mercier. Nous nous sommes réunis dans le bureau d'Étienne. Maurice a posé les documents sur la table. Avant de commencer, dit-il, je voudrais confirmer que tous comprennent les termes du codicille original. Le trust irrévocable stipule que la propriété de Neuilly-sur-Seine deviendra le siège de la Fondation Lucien Devrault pour les étudiants en médecine, après le décès de Madame Solange Devrault. Le codicille permet à Madame Devrault de nommer un administrateur à vie pour la propriété, qui recevra également un revenu annuel de 175 000 € pour l'entretien et les dépenses personnelles. Étienne et Pascal échangèrent des regards satisfaits. Madame Devrault, continua Maurice, confirmez-vous votre décision d'exercer ce droit et de nommer un administrateur ? Oui, ai-je répondu simplement. Et confirmez-vous que cette décision est prise de votre plein gré, sans coercition ni influence indue ? Absolument. Maurice m'a remis les documents. Je les ai lus attentivement, comme Lucien m'avait toujours appris à le faire,
avant de signer d'une main ferme. Le notaire a tamponné les documents. Maurice les a recueillis et a distribué des copies à chacun des présents. Étienne, incapable de se contenir, a immédiatement ouvert sa copie. Le silence qui a suivi fut assourdissant. « Maman, murmura-t-il finalement, ceci ne peut pas être correct. » Pascal arracha les documents de ses mains, ses yeux parcourant frénétiquement les pages. L'administrateur nommé, lui à haute voix, incrédule, « Mathilde et Camille Devrault, ai-je complété calmement. Mes petites filles. » L'expression de choc sur leur visage était impayable. « Mais, elles sont des enfants, protesta Étienne. Oui, ai-je acquiescé, pour l'instant. Le docteur Mercier ici présent agira comme tutrice légale du trust jusqu'à ce que les jumelles atteignent 21 ans. Entre-temps, elles apprendront les valeurs que ton père et moi avons essayé de t'enseigner, Étienne, la compassion, la générosité et la compréhension que la vraie valeur ne réside pas dans les choses que nous possédons, mais dans les vies que nous touchons. Et qu'en est-il de nous ? Demanda Pascal, sa voix tremblante d'indignation. Vous, ai-je répondu, me levant. Vous avez du succès, n'est-ce pas? Vous avez vos affaires, vos investissements. Vous n'avez certainement pas besoin d'une vieille maison pleine de vieilleries démodées, comme vous disiez, Pascal. Mais, bégaya Étienne, incapable d'articuler sa colère et sa déception. Oh, ne vous inquiétez pas, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. Vous pourrez toujours visiter la propriété, bien sûr. En tant que parent des administratrices. Et, naturellement, vous devrez travailler en étroite collaboration avec le docteur Mercier pour assurer l'éducation appropriée des filles. Je me suis arrêté à la porte, regardant mon fils. Tu sais, Étienne, ton père disait toujours que la plus grande richesse que nous pourrions te laisser n'était pas des propriétés ou de l'argent, mais des valeurs. Apparemment, nous avons échoué à cet égard. J'espère faire mieux avec Mathilde et Camille. Je suis sorti du bureau et j'ai trouvé les jumelles qui attendaient anxieusement dans le couloir. Tout va bien, grand-mère, demanda Mathilde, inquiète. J'ai souri, ressentant pour la première fois depuis de nombreux mois une paix authentique. Oui, mes chéris. Tout est exactement comme cela devrait être. Tandis que nous marchions ensemble dans le jardin cet après-midi-là, j'ai raconté aux filles l'héritage de leur grand-père, comment ils croyaient que la connaissance et la compassion étaient les véritables joyaux de la couronne de toute famille. Vous comprendrez mieux quand vous serez plus âgés, ai-je dit, les observant courir entre les arbres couverts de neige. Mais souvenez-vous toujours, la valeur des choses ne réside pas dans ce que nous pouvons vendre ou acheter, mais dans ce que nous choisissons de préserver et d'honorer. Ce soir-là, en rangeant soigneusement les lettres de Lucien dans la boîte à bijoux maintenant dans mon élégante chambre au 2e étage, j'ai souri au portrait de lui sur ma table de chevet. Tu avais raison, mon amour, ai-je chuchoté. Parfois, l'amour le plus vrai ne consiste pas à donner aux gens ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont vraiment besoin. Et quelque part, peut-être, Lucien a souri en retour. Avez-vous aussi senti votre vie repoussée vers les marges ? Vos souvenirs traités comme des vieilleries? Je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Comme Solange, beaucoup d'entre nous portent des histoires de manque de respect familial que nous osons rarement partager. Ceci fut mon voyage du silence à la rédemption. Et vous, quelle histoire gardez-vous dans votre cœur? Partagez dans les commentaires ce que ce récit a éveillé en vous, votre douleur, vos victoires silencieuses, vos propres stratégies pour préserver votre dignité. Ne laissez pas nos histoires se perdre. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer cette conversation entre personnes qui comprennent que l'âge apporte la sagesse, non l'insignifiance. Ensemble, nous pouvons transformer nos expériences en leçons pour les générations futures. Car, comme je l'ai découvert, parfois l'amour le plus vrai ne consiste pas à accepter d'être invisible, mais à enseigner aux autres à voir notre valeur.